JB. Salut notre ami JB. Salut Nourdine, comment vas-tu? Comme d'hab, merci. Et toi? Ça roule, ça roule. Alors je fais ma petite manœuvre là. Ouais. Voilà. Alors, écran vert, tac. Ah tiens, T'as trouvé quelque chose? T'as trouvé quelque chose? Ah ben c'est bien ça. C'est bien. C'est bien, ils vont faire des calculs aujourd'hui. ben, je suis en train de préparer une vidéo Vidéo. où j'utilise le computer. Ah ben c'est J'en dis bien. pas plus. Imagine. Ça va? Chanel, Ouais, salut. ça roule, ça va, ça vient. J'ai essayé d'aller voir notre ami Abdish Oui, mais aujourd'hui. il paraît qu'il est malade. Ouais, Ouais, il est à l'hôpital à côté de chez moi là. Je suis ouais, allé, mais il était au bloc opératoire. Apparemment, ils l'ont réopéré ou je sais pas. Enfin. Donc, j'ai ouais. pas pu le voir. Et de toute façon, ils m'ont dit quand il sortira du bloc, il va aller en réa. Donc, je j'ai pas pu le voir. Oui, Voilà. qu'est-ce qu'il a eu? Voilà. Bon, Bon, je préfère ne pas mettre ça sur le. Je te ouais, le dirai en privé, ouais. D'accord. ok. Parce que j'ai pas suivi sur le. Parce que j'ai rien vu sur la plateforme, hein. Donc, je sais Ouais, pas. ils ont parlé d'Amir, ils ont parlé d'Abdish aussi. Il y a Amraoui aussi, le mécanicien navigant. Ouais. Mohamed qui a apparemment un problème. Il y a, comment il s'appelle, Shaher aussi. Ah, Shaher ouais, qui a fait un le- AVC. Ouais, un petit peu normal. c'est le lot à nos âges, voilà. Mani, tu connais Zerro? Oui, lequel? De Djigel? De Bjaher, Djigel, c'est moi, Mohamed Zerro, celui qui était sur. Il était avec nous sur Sur 60. 67. Ouais, sur 67. Ouais. Mohamed d'Alger. Alors là, Mohamed d'Alger, je pense qu'il y a pas mal de Mohamed d'Alger. Tu vas avoir peut-être 80% de la population d'Alger qui s'appelle Mohamed. Bon, Quand tu dis Mohamed dans la rue, il y en a au moins 50 qui sauvent. il se retourne, exactement. Alors, des fois, quand on m'appelle, on me dit Mohamed, j'ai dit, je me retourne pas. Ah, Mohamed. Après, il dit Mohamed, je t'appelais. Je dis, mais je m'appelle pas Mohamed. Je m'appelle pas Mohamed. Tu m'appelles de mon prénom, je me retourne. Tu m'appelles Mohamed, je me retourne pas. Mohamed Serro. De Fordlo. Oui, je pense que c'est lui, hein, de Fordlo. Je pense, oui, c'est lui. Oui, bah, il est à la retraite, ça fait longtemps, lui aussi. Haroun. Tiens, il y a des nouvelles têtes, hein, et c'est de nouveaux noms, de nouveaux pseudos qui apparaissent. Notre ami n'est pas encore là, Boisa, et toute l'immédiateté de DJ Hesni, l'ordinaire de toute la team, les amitiés de Carto. Oui, j'ai habité Carto, dans mon jeune âge, oui. Merci DJ Hesni. J'ai passé mon enfance à Carto, oui. Faubourg Carto, avant. Ouais, pratiquement passé, ouais, 20 ans là-bas, ouais, 20 ans. Il est retourné avec contrat. Alors là, on parle pas de la même personne, peut-être Salut Joli Cœur. Joli Cœur qui fait des fureurs sur les autres lives, qui non seulement répond aux questions aéronautiques, mais répond aux questions théologiques, elle répond aux questions. Elle est sur tous les fronts. Tu habites en France? Non, j'habite pas à la France. J'habite pas à la France. Moi, j'habite pas en France, non. Je passe souvent près de chez toi, une très belle villa.
C'était la villa de mes parents. Ce ne l'est plus, puisqu'elle a été vendue. Mais je pense qu'elle va être détruite pour en faire un, comme tous ceux qui font des promotions immobilières. J'ai trop peur de l'avion, des aides. Tu devrais pas. L'avion est le moyen le plus sûr au monde pour voyager. Fais confiance au team quand tu montes à l'équipage et tout ira bien. Et fais confiance à toi-même surtout. Prends ça sur toi. Et tu vas voir que ça se passera très très bien. Si tu le dis, joli cœur, si tu le dis. Je suis sceptique, mais bon, je suis même sûr que c'est faux. Mais bon. Tu connais Rostom. Asma, c'est question-réponse. L'Istikhbarat, Baba Gaïa, oui, je connais Rostom. Oui. Rostom, il est first officer sur 330. Gentil garçon, yeux bleus. Jamal Aïd Abdeslam, surtout faire confiance aux instruments. Ben, tu sais, les instruments sont utilisés par les personnes. Ces personnes-là s'appellent des pilotes. Et ces pilotes ont reçu des formations. Et qu'ils maîtrisent de bout en bout, d'ailleurs, ceci dit en passant. Et voilà, donc il faut faire confiance aux personnes. Des aides. Des aides. Qui c'est qui vous a dit que les pilotes algériens étaient les meilleurs? Je sais pas. Il n'y a pas de meilleurs pilotes, hein. On l'a dit plusieurs fois. Il y a juste des pilotes qui sont standards et c'est tout. Voilà. What's the longest you've flown? 4 years. 40 ans. Et that's enough. Enough, it's enough. JP, il aimerait bien revoler encore. Moi, non. J'ai trop peur de l'avion, là. Dès que je rigole, j'ai pas peur de l'avion. Je n'ai plus envie. Merci pour l'info. Junior, salut. Salut Kada. Boga, salut. Gérard, salam alaikum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Norhan, salut. Ça va très bien comme d'hab, Kada. Merci, joli cœur. Le maillon faible du couple machine reste l'homme, je pense. C'est pas... Des fois c'est l'homme, des fois c'est pas l'homme. Des fois c'est la machine. Bon, très souvent c'est l'homme, mais pas toujours. Exact. Mais ça dit, ça y est, je travaille plus. Je suis à la retraite. Comme notre ami JB. On est à la retraite. On est là en train de, de se pavaner sur notre... on pilote de TikTok maintenant. Un grand Posez une bonjour. question aux gens qui sont là. D'après vous, qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière moi? Bonne question. Ah, d'accord, Amine, vous avez été mon élève, d'accord, ok. GH, non, c'est pas une boussole. C'est normal que ça défile rapidement. La règle musculaire, oui, Mistara. Mistara, mais Mistara aéronautique. Donc, si tu veux dire en arabe, Mistarat, les règles. Mais c'est plus compliqué que ça et c'est plus compliqué que t'es monstrueux. Mais ça, au moins, ça sert à quelque chose. شنو هذاك بنات تخمم ما تلقى واش attends شنو هو انا خمم ما نلقاهاش d'accord Nurhan, réfléchis un peu, rentre dans un truc, par exemple rentre sur Google et tu écris quelque chose qui passe par la tête, aéronautique, calcul, truc et tout. Alors, il y en a un qui pose une question sur les hélices de bateau. Donc, s'il y a une hélice
qui tourne, qui est entraînée par un moteur, et une hélice qui tourne du fait de l'avancement du bateau, est-ce que cette deuxième hélice va développer de la poussée? Absolument pas. Elle va au contraire provoquer de la traînée. Et pour une hélice d'avion, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on a un moteur, sur un avion à hélice, quand on a un moteur qui est en panne et que l'hélice tourne en moulinet, donc ce qu'on appelle en moulinet, donc elle fait le même effet que l'hélice dont vous parliez, eh bien, elle génère une traînée. Elle ralentit le système. Et donc, ça va pas. Voilà. Pas une règle menstruelle, non. Ah, tu as des messages qui viennent en retard. Ouais. Je pense que vous devriez profiter de votre retraite avec quelques plaisirs simples de la vie. Ben voilà, on est sur un live. C'est vraiment un plaisir simple. D'abord, on essaie de partager ce qu'on connaît, du moins pour ma part. Deux, j'ai la possibilité de voir en live mon ami et qui était mon instructeur à un moment donné de mon passage, de ma carrière. Donc, n'est-il pas un plaisir aussi d'être là? C'est un des plaisirs, entre autres. Après, faire de la marche, des caniches. Et ça, c'est comme ça. Faut pas tenir. Il y a des gens qui ont des petits plaisirs comme moi, comme ça. Un plaisir de vous voir, nous aussi. It's what I use to measure distance and direction on a map. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas. No, it's not that. Franchement, c'est la roulette russe. Oui, pour ceux qui ne savent pas l'utiliser, ça peut être une roulette russe. Oui. Ça peut donner des trucs complètement faux. Donc ça peut être une roulette russe. Et après, il va dire, oh, je me suis planté. Là, c'est votre tête pour voir le son de... Ah oui. Voilà. Vous voulez qu'on agrandisse ce truc? Non, c'est déjà agrandi normalement. C'est bon. Salut Nadir. Non, c'est pas une règle CRA. Une règle CRA, c'est rectangulaire. Ouais. Salut Nadir, salut. Moi, je suis TRC chez Swissport et je vous aime tous les deux. Nous aussi, on t'aime, Elias Hamsi. Bah, tu as dû connaître JB alors, puisque ou au moins en entendre parler, puisqu'il était chez Swissport lui aussi. Explosion de pneus, l'avion doit décoller, il fera un QRF, ou bien il peut continuer. Ben, il dit s'il y a un pneu qui explose juste à V1, l'avion continue. Et ensuite, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire la procédure. Mais continuer, ça dépend où aussi. Si c'est par exemple un Alger Oran, il peut continuer sur Oran parce que il va burner du fuel et tout. Mais revenir, c'est plus intéressant. Mais il faut faire gaffe back pour le overweight landing parce qu'il sera au-delà de peut-être, je dis bien, ça ne veut pas dire qu'il sera au-delà de la limitation atterrissage. Donc dans tous les cas, il y a une procédure et essayer de faire un atterrissage le mieux possible pour, si c'est par exemple à droite, essayer de rester le plus longtemps sustenté à gauche, ensuite reposer l'avion à droite ou bien le contraire. Mais bon, c'est une technique. Mais il continuera. À V1, après V1, il faut qu'il continue. Il ne peut pas arrêter parce que ça va être pire s'il arrête. Non, Nadir a trouvé un beau computer. Voilà. Bravo Nadir. Voilà. Computer, ben, tu vois, computer manuel, c'est un computer complet mais manuel. Maintenant, tout ça, c'est condensé dans une boîte informatique, voilà, et qui compute tout ça, c'est tout.
Salut à tous, salut, salut. Attends. Anna Moussa. Pour donc ceux qui n'ont pas deviné, donc ce qu'il y a derrière moi, ça s'appelle un computer mécanique. C'est en fait une règle de calcul. Je ne sais pas si vous avez vu les anciennes règles de calcul qui étaient JB, en longueur. tu peux appuyer sur retourner la caméra. Retourner. Tu peux appuyer sur Oui. retourner la caméra. Non, pas sortir. Là, tu es sorti. Ah. Il y a Comment le- je fais pour retourner la caméra? Va sur plus. Tu n'as pas un plus en bas? Non, j'ai pas de plus. Ah, t'as pas de plus. Logiquement, quand tu appuies sur toi, tu as l'espèce de truc à un rang pour retourner la caméra. Non, je sais pas. Bon. Bon, laisse. Laisse, tu peux peut-être te retirer un peu pour l'expliquer si tu veux. Je voulais que tu retrouves. Ouais. Attends, je vais en prendre une autre. Ouais. Bon, il s'agit en fait d'une règle à calcul, mais pour que la précision soit bonne, et sans pour autant occuper trop de place, au lieu de la faire en long, on la fait circulaire. Et c'est une règle de calcul qui règle tout un tas de problèmes que l'on a en aéronautique. Tu as un problème de réseau. Tu as un problème de réseau, JB. JB, tu as un problème de réseau. Tu as un problème de réseau, JB. Ça permet de calculer le temps de vol pour faire une étape, etc., etc. Ça, c'est sur cette face-là. Et sur l'autre face, quand on le retourne, on a une règle qui coulissante qui permet de régler. JB, tu as une connexion défaillante. Etc., etc. Voilà. Ça fait tout un tas de calculs et c'est très pratique et ça marche très bien. Voilà. JB, Oui, on t'a reçu ravagé pendant toute une explication à cause de la connexion. alors je répète, ça marche là maintenant? Ça marche. Et donc il s'agit d'une règle à calcul spécialisée en aéronautique, mais pour qu'elle soit précise et peu encombrante, au lieu de la faire en long, on la fait en cercle. Donc on arrive à avoir quelque chose d'assez précis. Et il y a deux faces. La face que vous voyez derrière moi, ça c'est la face de calcul. Alors ça permet de calculer calcul de vitesse, tous les calculs d'anémométrie par exemple, tous les calculs de nombre de Mach, etc. On peut convertir tout un tas d'unités. On peut calculer le poids du carburant en connaissant sa densité dans les différentes unités. On peut calculer donc le temps pour faire une étape, etc., etc. Ça, c'est sur cette face-là. Et sur l'autre face, oui, accessoirement, on peut faire des multiplications et des divisions avec. Et sur l'autre face, il y a une règle coulissante et ça permet de faire le triangle des vitesses et donc de calculer le cap pour suivre une certaine route connaissant le vent, ou bien de connaître la route lorsqu'on suit un cap connaissant le vent, ou bien tout simplement calculer le vent que l'on a. Voilà. Donc c'est un appareil très, très utile qui permet qu'on utilise aussi bien pendant la théorie qu'en vol. Moi personnellement, à mon époque, j'ai fait tous mes vols avec mes deux computers dans le cartable et je les ai utilisés plus d'une fois. Bon, maintenant, on les utilise moins parce que on a des ordinateurs à bord qui font tout le travail, mais c'était bien pratique. Voilà. Baba Yaga. Qu'est-ce qui est difficile à propos de voler un avion? En fait, rien n'est difficile pour faire voler un avion, mais il faudrait avoir reçu la formation pour le faire voler. Sinon, tu
tu sauras pas par quoi commencer, ni par... même si tu commences, même si tu sauras un petit peu par quoi commencer, tu sauras jamais par quoi finir. Comme le gars qui avait fait, il y a une blague sur ça, un mécanicien qui voulait toujours voler, mais qui n'a jamais su voler. On lui a dit comment décoller. Il a décollé, ensuite il a dit merde, on m'a jamais appris comment faire pour atterrir. Donc voilà. Un pneu explosé dans la niche. Dans la niche, je veux dire dans la trappe. Oui, dans le trappe du train. Dans la niche est une source d'incendie aussi. En général, un pneu n'explose jamais quand il est à terre, sauf si, par exemple, à la rentrée des trains, ce pneu est surchauffé, ou la partie fixe, en général, est surchauffée. À l'entrée, il peut y avoir ce qu'on appelle un wheel well fire. D'ailleurs, c'est indiqué dans le poste. Il y a toute une procédure de ressortir le train, parce qu'en fait, c'est pas le pneu qui explose. Le pneu, il n'a aucune raison pour exploser comme ça, dans la niche, tout seul. C'est impossible. C'est-à-dire, je dirais pas c'est impossible, c'est peu probable qu'il explose comme ça, sans aucune raison. Un pneu explose pour des raisons précises. Mais dans la niche, non, il peut y avoir un wheel fire, il peut, dû à, par exemple, un suintement d'hydraulique, il peut, par exemple, la partie fixe, très chaude, donc ça peut allumer quelque chose et tout. Mais s'il y a ça, il y a une procédure aussi pour sortir de cette situation. Et voilà, il y en a eu des wheel well, il y en a eu des problèmes comme ça, mais ça se règle. Donc, don't worry. Au fait, sur le 37-800, toi qui en as fait, il y a toujours les screens dans le logement de train, toujours? Non, pas comme... Ah, il n'y a plus, d'accord, parce qu'il y a l'indication des wheel well, donc il n'y a pas de screen. d'accord, d'accord. C'est le 37-200 quand on allait au milieu pour regarder le change de placement là-dedans. Oui, les pneus sont gonflés à l'azote, oui. C'est-à-dire, tu as galéré avec cette règle il y a 40 ans. Eh oui. C'est pourtant très facile, hein. C'est très facile d'utilisation, hein, mais il faut pratiquer, c'est vrai. Il faut vraiment pratiquer. Moi, comme j'ai jamais arrêté de pratiquer, c'est facile pour moi. Il n'y a pas de problème. Et encore là, ce computer que j'ai là, c'est pas le mien. Le mien, je l'avais prêté à quelqu'un qui me l'a jamais rendu. Moi, j'avais l'Aristo Aviat. J'avais l'Aristo et c'était le meilleur. Il y avait le 617 et le 647. Le 617, il travaillait jusqu'en transsonique et le 647, il travaillait en supersonique. Et ça, c'était très pratique pour faire les problèmes de supersonique, etc. Mais bon. Et dire, avant les pushs n'étaient pas sophistiqués. Donc, il était strictement interdit d'activer les pompes hydrauliques avant le push. Maintenant, on peut les mettre, mais il faudrait toujours prendre la précaution d'avertir le gars du sol pour lui dire est-ce qu'on peut mettre les pompes. Il va te dire automatiquement oui, puisqu'il a la pin. Donc, avant, il n'y avait pas l'histoire de pin. Donc, quand on poussait l'avion, il n'y avait pas de pin. Donc, ça ne fermait pas le système hydraulique. Et ça donnait, s'il y avait un coup intempestif, un passage hydraulique intempestif, ça foutait la barre en l'air et ça cassait le pushback. Maintenant, oui, tous les pushbacks se font. Il y a même des pushbacks maintenant où il n'y a pas de truc. Ça relève l'avion directement et ça le pousse. Donc voilà, plus ils avancent, plus ils font des trucs pour la sécurité. Et ça se passe très très bien. Morhan, qu'est-ce que tu dis? أنا ما عندي حتى علاقة مع طيران، من نحن ندخل اللايف تاعك أنا مع قهوة نسمع مقروط بالعسل. Ben, si tu considères que le live هذا قهوة بالعسل ومقروط, ben c'est bien. Ça veut dire qu'on est quelque part un sucre dans ta vie. C'est bien. On te remercie pour ça, Nurhan. Shukran, Nurhan, بالعربية. Alors, en complément de ce qu'a dit Nourdine à propos des pompes hydrauliques pendant le pushback, sur les anciens modèles d'avions comme le 727 ou le 37-200 ou quoi, il n'y avait pas, comme disait Nourdine, il n'y avait pas la possibilité d'isoler le circuit d'orientation du train avant. Donc, il ne fallait pas mettre des pompes hydrauliques en marche.
pendant le pushback. Si on démarrait les moteurs pendant le pushback, parce qu'on avait des pompes hydrauliques du système A qui alimentent l'orientation du train avant, qui étaient des pompes hydrauliques qui étaient entraînées par les moteurs. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On coupait les pompes hydrauliques, on coupait en fait le robinet de refoulement des pompes hydrauliques. Et c'était assez dangereux parce que le robinet de refoulement des pompes hydrauliques, il était alimenté en électricité lorsqu'il était fermé. Et donc, quand on fermait ces pompes, il y avait un solénoïde qui fermait les robinets. Et si jamais, pendant le pushback, on avait un problème électrique, qu'on perde par exemple la PU, et donc on perdait l'alimentation électrique des solénoïdes de sortie de pompe, le circuit hydraulique était réalimenté. Et là, il y avait forte chance de casser la barre de repoussage. Bon, il y avait des axes fusibles dessus qui permettaient de ne pas abîmer le train, mais au cas où il y aurait eu une contradiction, enfin une force dans le train avant qui faisait tourner la barre, au lieu que la barre tourne, la barre cassait, enfin les axes fusibles cassaient. Mais c'était quand même un peu spécial. Donc en règle générale, pour éviter d'avoir des problèmes, on mettait en route après le pushback. Comme ça, on était tranquille. Voilà. JB, sur le 27, j'ai pas remarqué le réglage de l'altitude et de la VS et du heading. Alors, sur le 727, on n'avait pas de réglage de VS, donc de vitesse verticale, puisque le pilote automatique ne le faisait pas. Hein. Ce n'étaient pas des pilotes automatiques très sophistiqués. On avait juste un bouton heading qui nous permettait donc de régler le heading de l'avion. Et moyennant le fait d'être en fonction heading sur pilote automatique, il suivait le heading, tout simplement. Mais VS, non. On avait ce qu'on appelait un combiné d'évolution, qui était une espèce de gros bouton qu'on avait sur le piédestal et qui nous permettait de faire descendre ou monter le nez de l'avion et d'incliner l'avion à la valeur qu'on voulait. Voilà. C'était un petit, pas un joystick, parce que c'était pas ça, mais ça ressemblait un peu à un joystick. Voilà. Enfin, c'était un bouton qui avait une forme ergonomique où on mettait la main dessus et on manœuvrait avec ça. Voilà. Parce que le pilote automatique du 727 n'était pas transparent. Donc, quand le pilote automatique était engagé, il fallait piloter l'avion au travers du pilote automatique avec les boutons du pilote automatique. JB, il y a Frédéric qui dit: j'ai 20 ans et j'aimerais me former. Comment faire pour devenir pilote? Bon, c'est une question récurrente, mais est-ce que tu peux lui donner un petit peu succinctement le process? JB Connexion. JB Connexion. Bon, Frédéric, pour devenir pilote, d'abord, il faut le vouloir. 2, l'âge. Pilote de ligne. Hein. Un pilote, c'est pas un problème. Pilote 16 ans, tu peux être pilote privé. Mais pilote commercial, maintenant tu as dit 20 ans, tu peux. Il faut avoir des bases pour entrer dans une école de formation, suivre ta formation, payer bien sûr ta formation et réussir ta formation, avoir une bonne constitution physique, trouver ensuite un débouché, une compagnie qui puisse te prendre à l'issue de ta formation, et là tu seras pilote de ligne. Voilà. JB a un problème de connexion. En Algérie, il faut compter 8 millions à peu près, complète entre 8 millions et 12, ça dépend des écoles. Ça dépend des écoles. Salam alaikum, Ustad. Ça va bien? Yes. Désolé. Alors, c'est pas mal. Écoute combien pour moi.
formation d'ingé. Vous m'entendez là? J'ai une bonne. Et JB, je sais pas, c'est la connexion. Non, je sais pas mal, c'est arrivé comme ça. Je voulais chercher JB, طلع Captain qui a fait encore des tentatives d'atterrissage à lui. C'est-à-dire, bah, bien sûr, quand tu essaies de te poser une fois et que tu fais une remise des gaz pour X raison, disons pour une raison météo, tu vas pas t'acharner à faire des essais d'atterrissage ad vitam aeternam. Tu vas voir pourquoi d'abord tu as fait une remise des gaz si tu n'as pas vu la piste. Si on te dit, Belé, ça va être, oui, par exemple, brouillard. Brouillard, non, brouillard. Tu as essayé, tu as trouvé un bon de brouillard, tu dégages directement vers ton alternate. Si par exemple tu as eu un problème à l'atterrissage et que devais faire une remise des gaz à cause d'un truc technique, et ben tu vas sur une balise d'attente, tu fais tes checklists, tu arranges tout ce qu'il faut faire et tu reviens te poser. Mais les tentatives, disons, tu peux faire deux tentatives et ça dépend plus de la cause. C'est pas systématique, mais il vaut mieux des fois quand c'est pas possible, eh ben, ouais, il faut dégager, hein, c'est tout. Ouais. Oui, on remplit un ASR. La remise des gaz est une procédure normale, c'est qu'ils seront le vol normal. Au CIA, il faut remplir un ASR. Ce qu'on appelle un ASR, c'est un rapport du commandant de bord qui est fait avec la date, l'heure de vol, et la raison de la remise des gaz. Et c'est tout, à la compagnie. Sarah, tu veux pas monter? Captain, Captain Sarah, tu veux pas monter? Nous raconter un petit peu tes vols sur ATR en tant que Captain. C'est remplir l'azote, c'est pas d'air. Pas aujourd'hui, la prochaine. Oui, la prochaine, chaque fois la prochaine. Depuis le temps que je te dis de venir sur le live, pour la prochaine. Allez, tiens, vol. Red Ben, salut. Plaisir est partagé. Ouais, j'y vais. Tu as eu un truc? Ouais, j'ai eu un problème d'Internet. Ouais. Sarah, tu as connu JB ou pas? Attends, toi, tu es parti quand à la retraite, JB? Moi, j'ai quitté en 2000. Ouais, non, ils n'étaient pas là encore. Sarah est captain sur ATR en ce moment. Ah, Moi, d'accord. ils ont fait, c'était les anciens de Khalifa qui ont fait la formation de Hamfi en Jordanie. Ensuite, ils ont rejoint l'Algérie. Ils ont fait leur passage, jusqu'à ce qu'ils étaient copies 330. Ensuite, ils sont passés commandants en ce moment. Pratiquement la promo de Taham est passé commandant sur ATR. Et c'était C'est bien. 2004-2005. Ils sont Alors, nés chez pourquoi nous, les, on peut leur faire confiance. voilà. Pourquoi les pneus sont-ils gonflés à l'azote? Eh bien, tout simplement pour ne pas brûler et pour ne pas risquer de brûler et d'envoyer de l'oxygène sur une partie fixe, par exemple, qui commencerait à brûler. Parce qu'il faut savoir que dans la jante, il y a ce qu'on appelle des bouchons fusibles. C'est-à-dire que là, comme c'est des pneus tubeless, il y a dans le cœur de la jante, il y a des bouchons qui sont dans un métal fusible, de l'étain ou un truc comme ça, et qui donc à une certaine température, ce métal va fondre et ça va dégonfler les pneus et l'azote va descendre, va aller vers les parties fixes, vers les freins qui sont à l'intérieur de la jante. Et ça permettra d'une part de refroidir la partie fixe et surtout de ne pas envoyer d'oxygène dessus. Donc c'est pour ça qu'on met avec de l'azote. Voilà. C'est un gaz qui est inerte. Oui,
Oui, quand on est capitaine sur ATR, là oui, bon, en général, la machine de base est en ATR, donc les gens passent capitaine sur ATR. Prochaine étape, après amortissement, pratiquement, ou besoin compagnie. Des fois, même l'amortissement n'est pas, de la qualif n'est pas arrivé à terme. Besoin compagnie, les gars passent sur NG. Et voilà. En copilote, des fois, c'est différent. Ils sont copiés, par exemple, ATR, besoin compagnie, ils font directement du 330. Voilà, ça dépend. Ça dépend. Tout dépend des besoins en compagnie, en fait. C'est comme ça. Parce qu'il y a une seniorité, il y a une seniorité, il y a une liste à respecter avec des numéros des ID. Et voilà. Et tout le monde respecte ce cheminement et c'est comme ça. Bon, vous avez connu un CCP au nom de Perronnet. JB l'a bien connu, Perronnet. Daniel Lahmo, ouais, un brave garçon. Grand champion de mots croisés. On n'a jamais vu, excusez-moi, Baba Yaga, on n'a jamais vu faire un avion faire une chute libre. Hein. Vous avez eu l'impression qu'il faisait une chute libre, mais non. Un avion, c'est pas un parachutiste sans parachute. Hein. Ça vole toujours un avion. Voilà. Salam alaikum. Salut. Alaykoum salam. Ça va? Ça passe. Alhamdulillah. Bon, il est parti. C'est bien, merci. Salam alaikum, c'est bon. J'ai fait une fois un vol ATR à Draoron. Et quand on se rapprochait de l'avion, on fait non, bon, tu as répondu à ça. Non, il fait jamais de chute libre. C'est quoi l'avion derrière L'avion toi? derrière moi, c'est un avion agricole, c'est le Grumman. On en avait à la STA, à la DTA à l'époque. Les avions agricoles, c'est des biplans avec un moteur en étoile je crois, de 600 et quelques chevaux. Il dit, oui, en 2002, oui, nous, on faisait du 37-200 et du NG. Pourquoi? Parce que on devait former ceux qui devaient pourvoir au poste sur 37-200, parce qu'il y avait un manque. Et donc, en tant qu'instructeur, on volait sur les deux, mais pas tout le monde. Les instructeurs volaient sur 200 et sur NG. Ensuite, quand tout le monde était formé sur 200, c'est-à-dire ceux qui devaient remplacer les capitaines qui étaient sur 200, voilà, donc c'était bon après. Mais sinon, bon, le 37, si tu veux, le 200, qui est analogique par rapport au NG qui est effacé, qui est glace cockpit, truc et tout, oui. Il y a une grande différence, hein, déjà fait l'ergonomie du cockpit, dans tout, hein. Voilà. Ben, on va accepter BR. BR. Il faudrait que le Moulguet et Cherbet puissent retrouver un peu leur. Avec nous ou pas? Allô? Ça va être difficile. Donc, BR. j'espère qu'ils feront deux bons matchs et qu'ils ramèneront le maximum. Terrible, les gens qui montent sur le gaz, ensuite il reste un micro allumé. On aura. Comment vous vous êtes connus? Avec qui? Avec ma femme. Vous étiez à temps. Pourquoi, quand il y a du brouillard au niveau d'Alger, il y a des avions qui ne décollent pas? Ben parce que, de la même manière qu'on a des minima, des visibilités minimales pour l'atterrissage, on a également des visibilités minimales pour le décollage. Voilà. Donc, en dessous de la visibilité minimale requise pour le décollage, eh ben, on ne peut pas décoller. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Oui, ça, bon, formation de pilote de ligne. On en a répondu. Maringo, 897, tu parles de qui? Comment vous vous êtes connus? Tu veux dire quoi? Attends, je vais voir peut-être plus haut, tu as dit quelque chose? Non, tu n'as rien dit de spécial. Bon. Oui, si tu parles de JB, j'ai travaillé avec lui en tant que copilote quand j'étais copilote sur 727. Oui, sur 27, parce que j'ai passé une année et demie sur 27. Et en compagnie, bien sûr, on s'est connus en compagnie. J'étais pilote, lui, il est plus ancien que moi.
Et voilà comment on s'est connus. Alors, comment les avions empêchent-ils le carburant de geler pendant le vol? Tout simplement, le carburant, le jet A1, a un point de congélation qui est de l'ordre de moins 50 et, si ma mémoire est bonne, c'est moins 53 degrés ou quelque chose comme ça. Et si on voit que, parce qu'on a une indication de température du carburant, si on voit que la température carburant s'approche un peu trop du point de congélation, ce qui est rarissime, il faut le dire. Il faut voler pendant très longtemps et puis avoir chargé du carburant lui-même déjà très froid quand on a décollé d'un terrain hivernal style Moscou ou quoi au qu'est-ce. Mais en tout cas, si on voit qu'on s'approche de cette température, on descend, on va dans des couches de l'atmosphère plus basses et à ce moment-là, on aura une température totale. Pour le même nombre de Mach, on aura une température totale plus élevée et avec le temps, ça va réchauffer un peu le carburant. Et puis, en plus de ça, à intervalles réguliers, on met le réchauffage carburant en marche de manière à justement réchauffer le carburant avant qu'il rentre dans les réacteurs. Voilà. Mohamed, tous les pilotes dans une compagnie font et du commercial et du cargo, sauf spécifiquement dans les compagnies qui sont exclusivement cargo. Quand tu demandes si c'est mieux que les trucs, oui et non, parce que le pilote de ligne n'est pas, quand il choisit spécialement d'aller dans une compagnie comme DHL, UPS et tout, il va faire que du cargo, ça c'est clair. Mais c'est impersonnel, si tu veux, il fait son travail, truc. Pilote de ligne, c'est la gestion de l'équipage, c'est la gestion de passagers, c'est du travail. C'est vrai que cargo, il y a une autre responsabilité, c'est vraiment chiader ses calculs pour le chargement, etc. Sinon, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui est mieux? On en a fait les deux. Moi, j'ai fait du commercial et on en a fait en parallèle du cargo quand on avait des avions cargo 37-200 et tout. Bon, mais j'ai pas de préférence particulière. Tu vas chez les compagnies Five Star sur le 777, ils font, qui m'a le Gilium Samy, il va vous le dire, il fait du 777, ils font du commercial et du cargo. Et ils font beaucoup de cargo et c'est des vols de nuit contraignants. Nous, on en a fait sur 200, je ne sais pas si tu te rappelles de ta l'ICS, quand il y avait la compagnie en France qui a fait appel à Air Algérie. On était basé à Toulouse et on faisait Toulouse, Charles de Gaulle, on descendait à Marseille, on faisait le triangle, le truc. Bon, c'est des vols de nuit, exclusivement de nuit. Mais bon, chaque truc a ses avantages, ses inconvénients. Est-ce qu'il y a un produit à mettre pour éloigner le point de congélation? Non, pas que je sache. Mais il y a des carburants particuliers qui ont des points de congélation différents. C'est généralement pour les avions de chasse. Je sais qu'il y a des carburants très particuliers. Pour le SR-71, par exemple, compte tenu de la vitesse à laquelle cet avion volait et de la température que prenait le fuselage, etc., ils avaient un carburant qui avait un point éclair plus bas, etc., que le jet A1, de peur que le carburant se mette en feu pendant le vol, quoi. Donc, mais ça, c'est des carburants spéciaux. Nous, on utilise du jet A1. Et le jet A1, il n'y a rien à rajouter dedans. Le point de congélation du jet A1 est tel que ça pose très rarement un problème de congélation, très très rarement. C'était quand un commandant passe sur ATR 37 ou 330, oui, il reste commandant. Une fois que le first officer a fait ses années en compagnie et qu'il passe commandant de bord, il est appelé à rester commandant de bord sur toutes les machines sur lesquelles il va passer, sur lesquelles il va faire sa qualification de type. Il peut arriver qu'en cours de route, en tant que commandant de bord, si il se passe. Bon, on a des instructeurs qui peuvent voler à droite et à gauche. On ne parle pas de cela. Il peut arriver, et ça on peut le dire sans aucun truc, si par exemple un gars pose problème à un moment donné dans une compagnie en tant que captain, dans un conseil de discipline, il peut être rétrogradé en tant que first officer. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le gars, il joue sa licence tout le temps. Il ne faut pas croire qu'il est capitaine, ça y est, ou qu'il est instructeur, ça y est, non.
Tous les 6 mois, c'est l'instruction, enfin, c'est le simulateur, la visite médicale, nanana, nanana, les assessments, les contrôles en ligne et tout. Et si pas une advertence, il y a une erreur professionnelle, ça peut arriver, nul n'est à l'abri, et ben un conseil de discipline peut décider si le gars peut être rétrogradé pendant une certaine période en tant que first officer. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, Mohamed Oudial, qui demande de parler de l'indice d'octane. Bon, l'indice d'octane, ça s'utilise pour les essences, hein, on est bien clair. L'indice d'octane, en fait, c'est le pouvoir antidétonant d'une essence. Plus l'indice d'octane est élevé, moins l'essence explose. En fait, pour les moteurs, les anciens moteurs qui avaient un taux de compression relativement faible, le taux de compression, c'est le rapport entre le plus petit volume du cylindre par rapport au plus grand volume. Le plus petit volume du cylindre, bien sûr, c'est quand le piston est au point mort haut, et le plus grand, c'est quand le piston est au point mort bas. Bon, alors, on peut avoir un taux de compression de 1 à 8, c'est-à-dire donc le plus petit volume du cylindre, il est 8 fois plus petit que le plus grand. On peut avoir de 1 à 11, etc., etc. Toujours est-il que plus un moteur a un taux de compression élevé, plus il faut un indice d'octane élevé. Parce que sinon, la détonation dans le cylindre au moment de l'allumage est trop forte et le moteur se met à cliqueter, etc., etc. C'est comme ça que les voitures, par exemple, maintenant, qui ont des moteurs de plus en plus performants, donc avec des taux de compression de plus en plus élevés, nécessitent des indices d'octane de plus en plus élevés. Voilà. Donc, et les anciens moteurs, bien sûr, comme ils n'avaient pas un taux de compression très élevé, il fallait que l'essence explose très fort de manière à donner un peu de puissance. Voilà, voilà comment ça marche. Qu'est-ce qu'il y a pour dire, Maître Conseil? Tu l'as répondu, tu as répondu. Avez-vous des anecdotes qui s'est passées avec non? Avec JB, je n'en ai pas, peut-être avec d'autres, oui. À quel élément un passager peut-il prêter attention pour signaler? Un passager, déjà, quand il monte dans un avion, s'il est stressé, il va s'il est alerte, il va prêter l'oreille à tout. Ça dépend de son état d'esprit. Mais un passager est important dans le process puisqu'il peut voir des choses que, par exemple, peuvent échapper à un PNC ou ne serait-ce qu'une fuite quand il va aux toilettes dans l'avion, ne serait-ce peut-être une odeur qui lui paraît bizarre. Donc, il va signaler ça. C'est important. Et quand il signale ça, c'est pris en compte par le PNC. Quand c'est bénin, ils vont lui dire non, c'est rien, voilà, il lui donne l'explication. Quand c'est important, ils vont faire part ça au commandant, qui va prendre des dispositions en fonction de ce qu'il entend et de ce qu'ils vont investiguer. Oui, le passager, oui, peut jouer un rôle aussi, bien sûr. Parce que ça y va aussi de ça. Il y a Mehdi, oui, enfin, je vois Medim, ou je sais pas, bon. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un avion est certifié RVSM? Alors, il faut savoir que RVSM, ça veut dire Reduced Vertical Separation Method ou Management, whatever. Alors, c'est une question de précision de la mesure altimétrique. Alors, avant le RVSM, jusqu'au niveau 290, les avions étaient séparés par 1000 pieds. Donc, il y avait un avion au 260, au 270, quand ils n'étaient pas sur la même route, bien sûr. 260, 270, 280, 290. Et à partir du 290, pour tenir compte de l'imprécision des altimètres, on séparait les avions de 2000 pieds. Donc, on avait 290, 310, 330, 350, etc. Très bien. Ensuite, on s'est aperçu qu'en ayant des installations de prise de pression statique bien efficaces, etc., etc., des altimètres plus précis, on pouvait, en toute rigueur, tout en gardant une bonne marge de sécurité, séparer les avions de seulement 1000 pieds. Donc ça fait beaucoup de niveaux qui peuvent être utilisés. C'est-à-dire que maintenant on utilise
le niveau de 90, le 300, le 310, 320, 330, 340 et ainsi de suite. On utilise tous les niveaux de 1000 pieds en 1000 pieds. Alors pour qu'un avion soit RVSM, ben, il faut que son installation de prise de pression statique, donc tout ce qui mesure l'altitude, réponde à certaines normes que je n'ai pas là, mais en tout cas qui soient très précis. Alors par exemple, si il y a eu un choc, par exemple, sur le fuselage en avant d'une prise de pression statique, d'un static port sur les côtés, et que on a fait une réparation qui dépasse un peu du fuselage ou quoi, il est possible que le RVSM soit enlevé parce que la turbulence que va engendrer cette plaque mal foutue devant une prise de pression statique perturbe la prise de pression statique et donc altère la précision de la mesure de l'altitude. Voilà un petit peu, en gros. Hein. Après, bon, maintenant, tous les avions de ligne sont RVSM, hein, de toute façon, mais à la transition entre l'ancien système et le RVSM, ben, il a fallu revoir un peu les installations de pression statique des avions. Voilà. Edine, les ordinateurs de bord n'ont pas autorité à modifier quoi que ce soit. Et le pilote, par sa présence, c'est le pilote qui donne les informations au départ, c'est suivi par ces ordinateurs-là. Maintenant, il peut y avoir un couac au niveau du système, un problème au niveau du système. Là, c'est autre chose. Là, il y a des procédures pour resetter, pour remédier. Mais modifier des commandes sans avertir les pilotes, no way. Sinon, c'est dangereux, ça. Si tu donnes la main à des ordinateurs, donc ça va être des robots. À la limite, il faut enlever les pilotes et laisser les ordinateurs. Bon, maintenant, sur 350, je vais te donner un exemple du TICAS. Le 350, le pilote n'intervient pas pour le TICAS. Là, c'est pas une autorité. L'autorité est donnée déjà à ce système pour faire ce qu'il doit faire quand il doit le faire. Un traffic resolution. Il va monter ou descendre en fonction de ce qu'il voit comme interrogation avec l'autre avion. Mais ça, là, le pilote ne va pas intervenir. C'est le pilote qui ne va pas intervenir. Mais la commande est prise, quand il y a TICAS résolution, le pilote est dans ses mains et l'avion va faire. Sur 350, je dis bien. Et plus, je pense que, je ne sais pas si Dreamliner l'ont fait ou pas. Ça m'étonnerait. 350. Mais sinon, là, tout le reste, non. L'ordinateur n'est pas autorisé à prendre le truc. Alors, nous, Bouchra pose une question. Comment faire si les roues de l'avion ne veulent pas sortir? Bon, alors d'abord, il faut savoir qu'il y a deux systèmes de sortie des trains. Hein. Il y a un système normal et un système secours. Alors, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. Soit le train refuse complètement de sortir, ce qui est rarissime parce que normalement, avec les deux systèmes, s'il ne sort pas avec le système normal, ça a de fortes chances de sortir avec le système secours, et d'une. Et maintenant, si le train sort partiellement, il y a, mettons, 2 trains d'atterrissage qui sont sortis et le troisième qui n'est pas sorti, eh bien, on a une procédure qu'on appelle Partial Gear Up Planning, atterrissage avec train partiellement sorti. Et à ce moment-là, bon, ça dépend de quel train, ça dépend de quels sont les trains qui sont opérationnels, etc. Et ça se fait, ça c'est arrivé dans notre compagnie. Hein. On a eu un 727 avec un Partial Gear Up Planning. Un des trains principaux qui n'était pas sorti, ben, ils s'en sont bien sortis. Bon, l'avion était un petit peu abîmé, mais il a revolé quelques mois plus tard et il n'y a pas eu de blessés, rien du tout. Donc, ça peut bien se passer. Normalement, ça se passe bien. C'est prévu. C'est une panne qui est prévue. Janina, quel est le pourcentage d'un crash? Oui, c'est le pourcentage de gagner à l'euro-million 2 fois de suite dans la semaine, avec les mêmes numéros, mardi et vendredi. Si tu arrives à le garder, c'est que là, il y a un crash. Pour te dire que c'est vraiment, vraiment... Après, bon, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est quoi la procédure d'urgence si un passager fait un malaise en plein vol ou une femme enceinte? D'abord, s'il fait un malaise, le PNC va être au courant, ils vont aller voir, ils vont demander s'il y a un médecin, que ce soit malaise ou femme enceinte, bien sûr. Ils vont
on informait le commandant, qui va discuter bien sûr avec le médecin pour voir si le protocole vital est engagé ou pas. Dans le cas où ce protocole vital est engagé, le commandant va se mettre en contact avec son compagnie pour voir où il se pose. Parce que son plan de vol est lent, il a sur les routes, sur sa route, il a des aéroports, il a des aéroports déjà d'alternate, mais bon, ça c'est sur la route, il va choisir un aéroport en fonction de ce que va lui dire la compagnie, etc. Et après le process est lancé. Mais en général, ça se passe très très bien. On a eu des malaises à bord, il y a eu des femmes enceintes aussi, donc tout ça est réglé et normalisé. Il y a des procédures à suivre. Ça se passe très bien. Tu vas ajouter quelque chose, JB? Ça me pose une question intéressante. Imaginons un décollage avec brouillard, le commandant est qualifié. Bon, on est dans les. Oui, c'est intéressant comme question. Pourquoi? Parce que la visibilité minimale au décollage est souvent inférieure à la visibilité minimale pour l'atterrissage. Donc on peut éventuellement décoller, et si on avait un problème, on ne pourrait pas revenir se poser sur le terrain de départ. Alors, comme dans l'aviation, tout est prévu, eh bien quand on décolle d'un terrain sur lequel les minima d'atterrissage sont atteints, on ne peut pas revenir se poser, mais on peut décoller, d'accord? On va prendre un exemple. Mettons qu'il nous faille 400 mètres de visibilité pour décoller et 600 mètres pour atterrir. Voilà, d'accord? Je décolle avec 400 mètres de visibilité. J'ai le droit, il n'y a aucun problème. Sauf que je ne peux pas revenir me poser. Eh ben à ce moment-là, dans mon plan de vol, je dois déposer un terrain alternate au décollage. Ce terrain d'alternate au décollage va se trouver à moins d'1 heure de vol, maximum 1 heure de vol du terrain, et doit être accessible en cas de moteur, pas de moteur, etc., etc. Voilà. Donc tout ça est prévu. Et si on a une panne moteur après décollage avec ça, ben, on continuera vers le terrain de dégagement au décollage. On n'a pas que des terrains de dégagement à l'atterrissage, enfin à destination, on en a également au décollage. Dans ce cas-là, par exemple. Voilà. Yaga, je ne connais pas exactement le software le programme avec lequel travaille Flight Radar, mais en tous les cas, il a des spots, il a des numéros de vol, il a des trucs, donc il est spot sur le radar, c'est comme si c'était un radar ambulant, et voilà, donc je ne pourrais pas te dire plus, parce que c'est un programme, il fait rentrer en ligne de compte les compagnies, les vols, et il a l'étiquette, donc il a des scores, et il peut avoir toutes les spots sur ça, bon, sans plus. Ça doit être, à mon avis, hein, je ne sais pas, mais ça doit être en liaison avec les organismes du contrôle, hein, tout simplement. Il doit y avoir une dérivation par rapport à ça, parce qu'ils ne peuvent pas avoir autrement que par les organismes du contrôle la correspondance entre le squawk et le numéro de vol, etc. Ils sont forcément, c'est une information. D'ailleurs, il y a des pays qui interdisent cette liaison, hein. Donc, il y a des pays au-dessus desquels on ne voit pas les avions, hein. Voilà. Sur l'Atlantique, tu as Shanwick, Gander, Santa Maria et New York. D'ailleurs, c'est sur l'Atlantique, ça tu les vois. Shanwick, Gander, Santa Maria et New York. C'est ça les FIR du Nord-Atlantique. Alors, Habsoud, qui pose une question intéressante, c'est quel est le sens physique de la finesse d'un avion et elle caractérise quoi au juste? Eh bien, c'est très simple. La finesse d'un avion, c'est le rapport entre la portance et la traînée. Donc, alors, la finesse varie avec l'angle d'incidence. Il existe un angle à laquelle la finesse est un angle d'incidence auquel la finesse est maximum, et donc ça mesure en fait l'efficacité de l'aile. En effet, une aile est faite pour générer le maximum de portance pour le minimum de traînée, parce que la traînée, c'est ce dont on ne voudrait pas.
Et en pratique, elle influe sur l'angle de montée d'un avion, l'angle que fait la trajectoire de l'avion en montée, et également sur l'angle de descente en vol plané. Plus la finesse est importante, plus l'avion a la capacité de planer. Voilà. Alors, il faut savoir encore une fois que la finesse est liée directement à l'angle d'incidence. Elle varie avec l'angle d'incidence. Il y a donc un angle d'incidence dit de finesse maximale, donc auquel l'aile est au maximum de son efficacité. Voilà. Salut Mourad. Salut Mourad. Salut, je viens de me réveiller, désolé. Il n'y a pas de problème, tu es à Jeddah de toute façon. Oui. Mais tu as toute la mort pour dormir. Restez bien. Oui. Ça va? Tu reviens d'un Oui. vol? Je suis à Jeddah. Ah, là où il y a eu l'incendie aujourd'hui? Non, il y a que c'est à côté de l'hôtel où on était, le Méridien. Je sais. Il était en feu toute la journée. Hein. Ils n'ont pas pu l'éteindre. Et vous êtes toujours au Mercure? Comment? Tu es toujours au Mercure? Vous êtes au Mercure toujours? Non, on a changé. On est au Diamant Bleu. Ah, voilà, c'est pour ça, d'accord. Parce que quand j'ai vu le truc, je me suis dit, c'est juste à côté de l'hôtel. C'était à côté de l'hôtel, tu te rappelles? Tu sors de l'hôtel, tu rentres au mall. On est passé à côté hier. C'était plein de pompiers. Il y a eu 2 pompiers hier qui sont décédés. Non, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Et juste, alors tiens-toi bien, et juste à côté de notre hôtel, hier, au petit matin, il y a un véhicule aujourd'hui, un véhicule qui a brûlé. Ça doit être toi. Voilà. Sinon, ça va, Mourad? Ça va? Ouais, ça va. Ça va. Tu veux prendre le train en marche? Il y a Medhim 13 qui demande à SVP une explication sur ETOPS, qui n'est plus ETOPS, c'est les DTO. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Une explication, à peu près, tu donnes succinctement, je pense, parce que je ne sais pas s'il est pilote ou pas, Medhim. Succinctement, c'est les TOPS, on peut le faire sur le DTO, on peut le faire sur la mer, sur un continent, sur n'importe quelle destination, si on n'a pas d'aéroport qui sont à côté. Donc, on va d'abord... j'ai les mots qui m'échappent. Normalement, tu vas te réveiller. Ouais. Pardon. Les avions, pour qu'on puisse faire ETOPS, d'abord la compagnie doit être DTO, bien sûr, et les avions le doivent être, et les pilotes entraînés pour le DTO pour l'Atlantique, qui est différent, qui est sur le continent ou sur le désert. Et on doit être à chaque point de la route à une distance bien déterminée d'un terrain on peut être 180, 120, ça dépend. Donc nous, on est à 180. Donc à chaque point de la route, on doit être susceptible de rejoindre un terrain capable. Et alors pour le DTO, ce qui est de bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des aéroports qui sont en catégorie par rapport à notre capacité avion. Voilà. Quelle est votre responsabilité lorsqu'un pilote en détresse est sur la fréquence? C'est-à-dire, tu veux dire, on est en vol, on entend quelqu'un en détresse. Essayer de tout faire pour lui venir en aide, c'est-à-dire, ça dépend de la détresse en elle-même. D'abord, il faut pas le déranger dans son truc. Sinon, c'est un Mayday. C'est un Mayday. Donc, il est en urgence absolue. S'il a une panne, ça veut dire qu'il a un problème hydraulique, moteur, précieux. Enfin, précieux, c'est Mayday. Donc, essayer d'abord de ne pas interférer sur la fréquence, sauf s'il n'arrive pas à contacter le contrôle. À ce moment-là, il faut faire le relais. Obligatoirement, donc, lancer le message à sa place s'il n'est pas capté par le contrôleur. Quand il aura un moment, à ce moment-là, si c'est le même kind d'avion, si c'est le même cas d'avion,
Le gars, quand il aura traité son truc et tout est sorti de la mélasse, le pilote peut lui demander de passer sur un 2, 3, 4, 5. C'est une fréquence où les pilotes discutent entre eux. S'il a le temps, eh ben, ils peuvent échanger dans le cas où c'est un instructeur qui peut donner des conseils ou truc. Donc, échanger un petit peu le truc, pour poser la question du pourquoi, du comment, et essayer de lui donner un coup de main dans ce sens. Et rassurer surtout, ça dépend de sa voix aussi. Parce que la voix, elle est importante sur la fréquence. Quand on lance un message d'urgence, la voix est très importante. Ça dépend comment il va lancer son message d'urgence. Si on panique, truc. Parce que ça peut arriver, hein. C'est des êtres humains, les pilotes, attention. Avez-vous convoyé des avions depuis la maison Boeing jusqu'à Boumediene? Oui, non, moi non. Moi non. Oui, des pilotes, oui, oui. Ils ont fait quand des avions sortaient de Chine, oui, ils ont été les chercher. Il s'est passé quoi à l'aéroport d'Abidjan? Il y a eu un burst. Tires burst, c'est éclatement des pneus. Au décollage. C'est un Abidjan-Ouaga, je pense. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, ouais. Et au décollage, ils ont éclaté des pneus. Et ils sont revenus d'ailleurs. Et ils ont attendu un autre avion qui leur a ramené des pneus. Et ils ont changé les pneus. C'est ce qui est dit sur Herald Aviation. Hein. Tu as entendu parler de ça, Morad? Oui, comme tout le monde, mais il n'y a rien de particulier. Il y avait un burst, tire burst. Donc, probablement avec ou la chaleur ou truc, les pneus ont décampé ou le décollage. Non, Nordin, ce qui est incroyable, c'est que tout le monde, dès que c'est AH, c'est c'est tout le monde qui tombe dessus, hein. Oui, Janina, l'intonation, le timbre, la panique, c'est vrai. Tu crois que le pilote, des fois, ben là, il y en a, ça dépend. Je dis ça, je dis rien, ça dépend. Il y en a qui vont être expressifs en donnant le message. Et donc voilà, c'est en fonction. Et voir si le gars est trop occupé, c'est pas la peine de l'encombrer encore plus sur la fréquence. Donc il faut le laisser discuter avec le contrôleur ou avec le truc pour voir s'il a traité son problème. Et après, passer avec lui sur les fréquences personne à personne pour discuter. Nordin, c'est par rapport à Lucky, c'est par rapport à la piste qui était mauvaise ou la qualité des pneus? Non, Bon, c'est pas la qualité des pneus, bon, ça peut être des pneus aussi, hein. Voilà. Ça peut oui, être non, pas mauvaise mais qualité. Parce que on les peut avions pas. ne sont pas dotés de la mauvaise qualité des pneus. Tu sais, tu peux pas savoir avec la chaleur, avec le nombre d'atterrissages. Ben là, qu'il y a eu un atterrissage, donc ça s'est dégonflé. Et il y a un tire burst, où des fois, le tire burst, il suspecte quelque chose, il va te dégonfler les roues pour te dire, attention, reste tranquille, par exemple. Et il faut voir exactement ce qui s'est passé pour en parler. On ne peut pas en parler comme ça. Mais des enfants sentis en sécurité lorsqu'ils sont assis sur les genoux pendant un vol. Les enfants n'ont pas le droit de s'asseoir sur les genoux. C'est-à-dire, bébé, oui, mais les enfants ont un siège. Combien de kilomètres Boeing 737, 800, je ne sais pas, ça aurait un gilet comme le 800. Voilà. Je ne saurais pas, Nordin, ça fait longtemps, hein. 7000 à peu près, Bon. 10 800, 7000. Khada veut le dire, peut le dire. Khada aussi peut le dire. Et il lui a répondu 5000 km, Kadak. Voilà, donc 5000, il a dit qu'il y a 5. V1, V2. V1, c'est la vitesse de décision au décollage. V2, c'est assurer le deuxième segment et la vitesse minimum de contrôle air. Donc, c'est-à-dire que bien. Avant V1, il faut pas arrêter avant V1, on peut arrêter un décollage. Après V1, qui est la vitesse critique, on ne, en aucun cas arrêter le décollage. À vitesse de la rotation, l'avion décolle. V2 commence à faire rentrer les appendices, c'est-à-dire les volets, etc., etc. Et pendant
Un vol en lice, le câble des pilotes qui s'est posé sur le Hudson est extraordinaire. Oui, ben, je vais te dire, NASA, il n'avait pas le choix, quelque part. Hein. Parce que tu imagines, dans une situation comme ça, panique faisant, il n'aurait pas réussi ce qu'il a fait. Hein. Oui, Luc, les deux pneus sont éclatés. C'est ce qu'on appelle un tire burst. Oui, mais ça arrive dans toutes les compagnies, hein. Il ne faut pas que les gens soient focalisés sur ah, bon, je comprends, les gens, ces deux incidents qui sont arrivés l'un derrière l'autre, j'ai entendu des paroles qui étaient blessantes envers le technique, où ils n'ont pas fait leur travail, ça n'a rien à voir avec ni la qualité. C'est des incidents qui arrivent dans la vie, et il y a des périodes où une compagnie, elle est confrontée aux démons. Voilà. Non, deux à la fois, Lucky, ce n'est pas trop. Il ne faut pas croire. C'est le calme absolu des fois, et puis c'est la règle des séries. Alors, arrêtons de pointer du doigt. Tu peux leur parler du Toga? Le Toga, c'est le take-off go-round, c'est la puissance max que peut délivrer un avion à la masse maximum. Voilà. Il n'y a rien à dire. Oui, Lucky, ça, tu peux avoir 2 pneus, tu peux avoir 4 pneus. Il y a JetBlue dernièrement qui ont éclaté tous les pneus aux États-Unis. J'ai reçu un avertissement. Hein. Hein? J'ai reçu un avertissement, il me dit votre compte sera banni si vous finissez pas de diffuser après 2 minutes. Ah. Donc je vais vous dire au revoir, je quitte. Sinon il sera banni mon compte. Je sais pas.